Voilà, c'est la partie 2 de la vidéo qui accompagne le corrigé du questionnaire de révision d'optique géométrique de SUP. Donc question 4, on prend une lentille convergente, on dit qu'on a placé l'écran dans le plan focal image, et on se donne un point B' dans ce plan focal image et on demande de tracer les rayons lumineux incidents qui convergent, enfin d'en tracer quelques-uns qui convergent en B' et d'en déduire la position de l'objet conjugué. Voilà. Donc, bon bah là, clairement, c'est toujours pareil, on prend dans un premier temps en tout cas un rayon particulier, hein. Il y a trois points particuliers pour une lentille, c'est le foyer objet, F, le foyer image, F', et puis le centre de la lentille. Parce qu'on sait comment les rayons qui passent par ces points se comportent. Ok. Bon bah là j'ai commencé vraiment par le plus simple. Et j'ai pris un rayon incident qui passe par O. Bon, lui, je sais qu'il n'est pas dévié, donc c'est facile, je pars de B', je trace une droite qui passe par O, et ensuite je mets bien la flèche pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Donc ça, c'est le... Voilà. Ensuite, je sais que B' est un foyer secondaire, et donc tous les rayons qui se croisent en sortant de la lentille en B' sont issus de rayons incidents qui sont parallèles entre eux. Donc en fait, après, j'ai pris des rayons quelconques, hein. J'en ai dessiné un comme ça, qui arrive sur B', et je sais que de toute façon, le rayon incident correspondant est forcément parallèle au premier que j'avais tracé. Pareil ici, j'ai pris un rayon qui arrive depuis la lentille jusque dans B', je l'ai pris quelconque, et je sais que le rayon incident correspondant est parallèle aux deux autres. Ok? Et je vous rappelle que des rayons parallèles entre eux se croisent à l'infini, d'accord? Et ce point de croisement à l'infini, justement, c'est le point objet B qui est conjugué avec B'. D'ailleurs, si on peut se poser la question de savoir, tiens, ok, ce point B objet, il est à l'infini, il est hors de l'axe, clairement, hein, sinon les rayons lumineux arriveraient parallèles à l'axe, d'accord? Et on peut se dire, mais il est situé où à l'infini hors de l'axe? La seule façon qu'on a de le localiser, c'est avec l'angle alpha que font les rayons lumineux avec l'axe optique. Non, je l'ai dessiné là-bas à droite, mais je pourrais plutôt le dessiner du côté de l'espace objet ici. Donc voilà, c'est grâce à cet angle alpha qu'on positionne le point B à l'infini. Ok. Hein, souvent, on caractérise une taille de quelque chose qui est à l'infini ou une position à l'infini grâce à un angle. D'accord? Un angle par rapport à l'axe optique. En question 5, il est demandé de faire un certain nombre de constructions de rayons lumineux. Donc, on va commencer par la première question. C'est ici, on a une lentille convergente. J'ai pris F et F', j'ai pris disons la distance focale au hasard hein, sur mon dessin. Et on dit que on veut tracer l'image d'un objet AB qui se trouve entre F et O. Donc c'est bien ce que j'ai fait ici. Bon, ici la méthode elle est classique, hein. Comme la lentille est aplanétique, il suffit de trouver l'image B' du point B pour en déduire l'image A' du point A. Donc ici en fait je vais juste chercher B' et pour le même prix, grâce à l'aplanétisme, j'aurai A'. Donc bon, la méthode vous la connaissez, il faut prendre des rayons incidents passant par B qui sont particuliers. Et donc, c'est-à-dire que ces rayons incidents passant par B, on les fait passer aussi soit par O, soit par F, soit par F', typiquement. Bon, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire celui qui passe par O, hein. Voilà le rayon incident qui passe par O, il n'est pas dévié, donc on a le rayon émergent ici. Et vous savez que le point B' sera au croisement des différents rayons lumineux émergents de la lentille. Ensuite, là, j'ai pris un rayon lumineux parallèle à l'axe optique. Je sais qu'il passe par le foyer image. Ok, j'ai tracé évidemment ici le prolongement en pointillé de ce rayon émergent. Voilà, les prolongements, tracez-les bien toujours en pointillé. On met toujours aussi des flèches hein, sur les rayons lumineux pour bien indiquer le sens de propagation. Et puis le dernier, puisque je vous en demandais d'en tracer au moins 3, vous avez le rayon qui passe par le foyer objet et par B, le rayon incident comme ça. Et lui, on sait qu'il ressort parallèle à l'axe optique. Ok. Et donc, vous voyez que les trois prolongements ici en pointillé se coupent en un même point. C'est justement l'image B' que je cherchais. Et donc ici, on a, vous l'avez remarqué, une image virtuelle. Il est clair qu'ici, l'espace image, il est à droite de la lentille, là où il y a le rayon émergent.
A'B' n'est pas dans l'espace image, donc c'est une image virtuelle. Euh, bon, ici, faut pas que ça vous choque, hein. Vous voyez que le rayon incident qui passe par le foyer objet et par B, il loupe la lentille. C'est pas grave, hein. Ici, cette lentille, c'est un symbole, hein, qui positionne, si vous voulez, la lentille et sa face, enfin ses faces d'entrée-sortie, hein, puisqu'elle est tellement mince qu'on confond les deux. Voilà, donc ce dessin est un dessin de principe. Vous avez bien compris que la lentille, je peux la prolonger dans tout le plan, comme ça, dans le prolongement de mon dessin. Ensuite, vous avez ici la même situation à droite. J'anticipe un peu sur les questions suivantes. Vous avez la même situation, mais avec une lentille divergente. D'accord? Vous avez l'objet qui est entre O et F. Hein, je vous rappelle qu'une lentille divergente, bon déjà, on a des bords ici qui sont plus épais. Hein, enfin, là, c'est les bords épais et la bord mince, parce que vous savez que c'est un critère visuel pour repérer, pour distinguer une lentille divergente d'une lentille convergente. Une lentille divergente, elle est concave, elle est creusée, alors qu'une lentille convergente, elle est convexe. Bon, c'est l'origine de ces symboles. Et vous vous rappelez que, outre le dessin qui diffère, la lentille divergente, eh bien, ses foyers sont inversés, hein, sur l'axe optique, c'est-à-dire que le foyer objet, bah, il est dans l'espace image, et le foyer image, il est dans l'espace objet. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai tracé évidemment l'objet entre O et F, je l'ai tracé ici. Bon, bah la même idée, je vais prendre des rayons incidents qui passent par B et par des points particuliers. Moi, je commence toujours par le plus simple, c'est-à-dire le rayon incident ici qui passe par B, mais qui passe aussi par O. Évidemment, quand je parle de rayon incident, c'est ce rayon-là et puis son prolongement en pointillé, si vous voulez, qui passe par B. Puisque vous vous rendez bien compte qu'ici l'objet est virtuel parce qu'il n'est pas dans l'espace objet. Hein. Euh, voilà, bon, donc il n'est pas dévié. Là, on a le rayon émergent. Voilà. Et ensuite, je prends un deuxième rayon incident, parallèle à l'axe optique, et qui passe par B. Hein. Alors son prolongement passe par B. D'accord? Donc ça, c'est toujours une situation un peu délicate. Hein. Il y a un rayon incident qui vise B, mais c'est son prolongement, hein, qui va jusqu'à B. Et ensuite, on sait que le rayon émergent passe par F'. Donc c'est son prolongement ici qui passe par F'. Et ici, le rayon émergent, là, là. D'accord? Euh, Bon, déjà, on voit que les deux rayons émergents que j'ai tracés, ils se tracent ici en le point B', paraplanétisme, on a A', et on a ici bien une image réelle, puisque c'est une image qui est dans l'espace image. Bon, je vais te donner un troisième rayon lumineux, qui, toujours pareil, hein, incident qui passe par B, c'est son prolongement qui passe par B, et qui passe par F aussi, parce qu'on sait qu'alors, le rayon émergent ressort parallèle à l'axe optique. Évidemment, il passe au même point B'. Ok. Alors, passons à la situation suivante. Donc la situation suivante, attendez, je vais carrément visualiser l'énoncé. Euh, on dit, ah voilà, on a un rayon incident quelconque sur la lentille et il faut tracer le rayon émergent. Hein. Donc voilà, en noir, vous avez un rayon incident quelconque sur une lentille convergente et on doit trouver le rayon émergent. Voilà, toujours pareil, on va prendre un rayon qui a un rapport avec le rayon incident et qui passe par un point simple de la lentille. Bon, privilégié à mon avis toujours O, c'est toujours le point le plus simple. Donc vous voyez que j'ai pris un rayon incident parallèle à celui que je m'étais donné, qui passe par O, donc le rayon émergent est facile à tracer. Et ensuite, on sait que ces deux rayons incidents, ici parallèles entre eux, se croisent en un point du plan focal, en un foyer secondaire. D'accord? Donc ici, le rayon que je connais émergent bleu, ici, je vois qu'il coupe le plan focal image en ce point, et bien je sais que le rayon émergent que je cherchais doit passer par ce même point. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à le tracer. Bon, on a ici la même chose pour une lentille divergente. En noir, j'ai pris le même rayon incident, si vous remarquez, hein, d'accord? Et bah, j'ai pris le même rayon incident auxiliaire, si vous voulez. J'imagine un rayon incident parallèle à celui que je m'étais donné, qui passe par haut. Le rayon émergent est facile à tracer. Et ensuite, je sais que les deux rayons émergents, donc celui que je me suis donné là, et puis celui que je viens de trouver, et celui que je cherche, doivent se couper en un même point du plan focal image. D'accord? Et donc, bah là, j'ai le prolongement ici de mon rayon émergent qui rencontre le plan focal image en ce point, et je sais que le rayon émergent que je cherchais doit aussi passer par ce point. Alors évidemment, c'est son prolongement, comme ça. Ok.
Alors on peut remarquer hein, l'effet, comparer l'effet d'une lentille convergente et d'une lentille divergente. Vous voyez que une lentille convergente a toujours tendance à rabattre le rayon vers l'axe optique, alors qu'une lentille divergente, elle a toujours tendance à faire diverger, à faire s'écarter un rayon de l'axe optique. On continue. Donc ensuite, question suivante. On se donne un rayon émergent et on doit trouver le rayon incident correspondant. Donc ici, dans le cas de la lentille convergente, vous avez le rayon émergent en noir, il faut trouver le rayon incident associé. Bon bah là, même idée, hein, je prends un rayon émergent parallèle à celui que je me suis donné et qui passe par haut, comme ça je peux en déduire le rayon incident facilement, puisque la lumière n'est pas déviée quand elle passe par haut. Et ensuite, je sais que ces deux rayons émergents qui sont parallèles entre eux, je les ai choisis comme ça, eh bien, euh, se coupent, proviennent, on pourrait dire, du même foyer secondaire objet, donc du même point du plan focal objet. Donc le rayon bleu incident, là je le connais, il coupe le plan focal objet en un point que j'ai représenté en rouge, et je sais que le rayon incident que je recherche passe aussi par ce point. Donc il part ici et par là, et ça me permet de tracer le rayon rouge. Bon, l'équivalent pour une lentille divergente, donc je me suis donné le même rayon émergent, même idée, je prends un rayon émergent parallèle à celui que je me suis donné qui passe par haut, comme ça j'ai facilement l'incident associé, et je sais que ce rayon incident euh, coupe celui que je cherche euh, en un foyer secondaire objet, donc dans le même point du plan focal objet. Attention, le plan focal objet ici il est à droite, donc mon rayon incident ici, il coupe ce plan focal objet en ce point rouge, et c'est le point ici de départ du rayon émergent que je m'étais donné, plus ce point rouge, ça me permet de tracer le rayon incident que je cherchais. Voilà. Bon, ça vraiment, c'est des automatismes à avoir, hein, c'est pas très compliqué. Si vous avez hésité en faisant le questionnaire, il faut être capable de refaire ça les yeux fermés, c'est vraiment pas très compliqué. La question suivante demandait, bon là c'est le cas vraiment très classique, on a un objet réel qui se trouve avant le foyer objet, et on demande de construire l'image. Bon, j'ai pris deux rayons particuliers, celui qui passe par haut, et puis un rayon incident parallèle à l'axe qui sort par F'. Ils se croisent ici, je trouve B' et par aplanétisme, j'en déduis A'. Bon, bah là, l'objet dans l'espace objet, il est réel, l'image est dans l'espace image, c'est une image réelle. Ensuite, le cas où on a un objet qui est virtuel, qui est dans l'espace image. Alors là, même idée, ce qui n'est pas évident quand l'objet est dans l'espace image, c'est qu'il faut se donner des rayons incidents qui visent le point B, au moins leur prolongement. Donc j'ai toujours pris celui qui passe par haut et qui vise B. Bon bah il sort sans être dévié, ok. Et puis j'ai pris le rayon parallèle à l'axe qui vise B, ok. On sait qu'il ressort par F'. Voilà, j'ai pas dessiné F', je peux le faire ici, tac, F', et là on a F, ok. Euh, et donc, le point de croisement des deux rayons émergents que j'ai tracé, ça me donne B', et par aplanétisme, j'en déduis A'. Ah oui, même d'ailleurs, là, je crois que dans les deux cas, d'ailleurs, dans les deux cas, j'ai sauté une étape, l'énoncé donnait un point A sur l'axe, et c'est tout. Et c'est moi qui me suis donné un point B orthogonal, enfin, un point B dans le plan orthogonal à l'axe qui passe par A. Comme ça, c'est comme c'est facile de tracer, de trouver B', ben, euh, voilà, j'ai utilisé cette méthode. C'est-à-dire que j'ai pas pris les rayons lumineux qui passaient par A pour voir où est-ce qu'ils ressortaient. J'aurais pu faire ça, hein. J'aurais pris deux rayons qui passent quelconques, hein. Alors ils peuvent pas passer ni par F ni par O, donc j'aurais pris deux rayons quelconques ici euh, enfin même un seul, un rayon quelconque qui arrive sur la lentille. Je sais comment trouver le rayon émergent, je l'ai fait juste avant. Puis là, le rayon émergent coupe l'axe optique, ben, c'est là où se trouve A'. J'aurais pu faire ça. Mais là, j'ai préféré me donner un point B euh, dans le plan orthogonal à l'axe passant par A. Et puis, bon, je trouve B' et j'en déduis A' par aplanétisme. Bon, là, j'ai fait pareil ici. Bon, je vous conseille plutôt de faire ça quand on a un objet ponctuel sur l'axe plutôt que de tracer des rayons quelconques qui arrivent sur la lentille passant par A, autant se donner un point B. On a l'habitude de tracer facilement l'image B' d'un point B hors de l'axe. On continue, question 6.
Alors là, ça n'apparaît pas dans le corrigé, mais ça apparaît dans le questionnaire. Je vous demande à quoi sert une relation de conjugaison. D'accord? Alors, comme son nom l'indique, une relation, ben, ça relie au moins deux choses entre elles, d'accord? Euh, et ça s'appelle de conjugaison, donc on se doute bien que ça concerne les points conjugués par un système optique. Donc une relation de conjugaison, ça relie les positions, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, c'est la position des points A et A', typiquement, hein, c'est les points qui sont sur l'axe optique, hein, qui apparaissent dans les relations de conjugaison. C'est les positions des points A et A' qui sont reliés par la relation de Descartes, par exemple, pour une lentille. Hein, alors attention, évidemment, ce sont des distances algébriques qui apparaissent dans la relation de Descartes, euh, mais clairement, elles sont là euh, pour repérer les positions. C'est vraiment le concept de position qui nous intéresse euh, dans une relation de conjugaison. Voilà, une relation de conjugaison, c'est une formule mathématique qui relie les positions des points A et A' conjugués par un système optique. Alors vous savez que pour tout, connaissant la position de l'objet, comment peut-on trouver la position de l'image? Ben, on peut le faire graphiquement en traçant des rayons lumineux, c'est ce qu'on a fait juste avant, mais on peut aussi le faire mathématiquement sans tracer du tout de rayons lumineux, et ça c'est ce que permet de faire une relation de conjugaison. Bon, pour le reste de la question, je vous laisse lire le corrigé manuscrit, c'est pas très compliqué. Une, une- une, une remarque tout de même, il y a des distances algébriques qui apparaissent, par exemple ici au A bar. Alors vous savez qu'une distance algébrique, ben, il y a deux informations. Il y a la valeur absolue qui vous donne la distance définie positive, et puis le signe, la valeur du signe d'une distance algébrique. Et ça, ben voilà, lorsque la distance, comme c'est le cas ici, au A bar est négative, ça veut dire que sur le dessin, quand je me déplace pour aller de O vers A, je vais dans le sens opposé à l'orientation positive de l'axe horizontal. D'accord? Alors là, j'ai fait un dessin. Je n'ai pas représenté cette convention. Alors typiquement, on prend évidemment comme, comme sens positif sur l'axe horizontal le sens de propagation de la lumière. Sur tous mes dessins, j'ai dessiné la lumière qui venait de la gauche vers la droite, et donc j'oriente le sens positif de l'axe horizontal de la gauche vers la droite. D'accord? Voilà. Donc quand O à bar est négatif, ça veut dire qu'on va de O vers A en se déplaçant dans le sens opposé, donc vers la gauche. Ok? Bon voilà. Ici, je voulais juste revenir un petit peu sur ce point-là. La question 7 traite du grandissement. Oula, bah, regardez, j'ai fait une erreur sur, euh, dans le corrigé. Donc je vous demande la définition du grandissement. Alors la définition du grandissement, ben, c'est le rapport entre la taille de l'image, donc A'B' pour un objet étendu, ok, sur la taille de l'objet en distance algébrique. Ok. Bon, alors là, ça veut dire qu'il faut aussi orienter l'axe vertical, hein, typiquement sur ces dessins-là, et donc l'axe vertical, typiquement, on l'oriente positivement vers le haut. Bon, ça c'est une convention qui est arbitraire, hein, mais qui est une convention qu'on prend en général, hein, qui est assez intuitive. Euh, Et là, la question 7, vous demandez, tiens, quelle est l'information codée dans le signe finalement, hein, quand le grandissement est négatif, pardon, quand il vaut -2, ça veut dire quoi un grandissement négatif? Bah, ça veut juste dire que l'image, ici, pour aller de A' vers B', eh bien, elle est renversée par rapport à l'objet pour aller de A vers B. D'accord? Hein, c'est clairement ça, ça vient de la définition, ça, hein, ça vient de la définition avec les distances algébriques. Ensuite, la valeur absolue du grandissement, elle vous donne quoi? Ben, elle vous donne le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet, hein. La taille de l'A'B' ici vaut deux fois celle de l'objet AB. Ok. Euh, je fais un petit laïus rapide sur la notion de grandissement. Bon, alors souvent, les systèmes optiques servent à agrandir, hein, euh, les objets pour donner des images visibles à l'œil, par exemple, hein. C'est le cas de jumelles, d'une lunette astronomique, c'est le cas aussi d'un microscope. Bon, c'est quand même souvent dans cette situation-là qu'on se trouve. Et c'est vrai que on peut définir des indices de performance pour les instruments d'optique. Et le grandissement ici en est un. Hein, d'accord, on peut imaginer un système optique qui a un fort grandissement. Eh bien, si le but c'est d'agrandir euh, l'image par rapport à l'objet, ben voilà, plus le grandissement est fort, mieux c'est. Le problème, c'est que ça dépend un petit peu
de l'utilisation de l'instrument. Par exemple, le grandissement n'est intéressant que lorsque l'objet est à distance finie et l'image est à distance finie. Bon, typiquement, c'est ce qu'on fait en TP. D'accord? On a une source de lumière avec un petit cache qui a une forme de lettre, en général un F pour nous en TP, et puis on cherche à faire l'image sur un écran. Donc clairement, on est dans cette situation-là. Mais regardons par exemple le cas de la lunette astronomique. La lunette astronomique, l'objet est à l'infini, en tout cas par rapport à la taille de l'instrument d'optique, par rapport à ses distances caractéristiques. Je ne sais pas si vous regardez la Lune, bon bah la Lune elle est à l'infini hein, pour, euh, pour une lunette astronomique. Et le but, c'est de faire une image aussi à l'infini, puisque tous les instruments d'optique qui fournissent une image qui doit être ensuite vue par l'œil, eh bien, fournissent une image à l'infini, puisque vous savez que l'œil, lui, voit net, sans forcer, sans accommodation, à l'infini. Donc une lunette, elle forme d'un objet à l'infini une image à l'infini. Donc là, vous voyez bien que le grandissement, ça va vous donner infini sur infini, c'est pas très pratique. D'accord? Comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, tout ce qui se trouve à l'infini, on le caractérise par des angles. Typiquement, la taille d'un objet à l'infini, on le caractérise par un angle, et la taille d'une image à l'infini, on la caractérise aussi par un angle. Donc vous voyez que si vous voulez définir un coefficient qui mesure la performance d'une lunette, eh bien vous allez plutôt euh, définir ça à partir du rapport de l'angle qui mesure la taille de l'image divisé par l'angle qui mesure la taille de l'objet. On peut évidemment algébriser ces angles pour savoir si l'image est retournée par rapport à l'objet. Et voilà. Et c'est le cas dans une lunette astronomique. On parle de grossissement. On ne prend pas le même nom que grandissement, bien sûr. Le grossissement, et c'est un rapport d'angle. Dans le cas du microscope, par exemple, euh, l'objet est à distance finie et l'image est à l'infini. Et là, on doit définir un indice de performance, si vous voulez, qui est un angle qui mesure la taille de l'objet, de l'image à l'infini, divisé par AB bar, qui est la distance algébrique de l'objet à distance finie. Je crois que ça s'appelle la puissance. Je suis plus sûr. Enfin bon voilà, donc en fait pour chaque usage, comme ça, on peut définir des indices de performance. Le grandissement ici est intéressant quand l'objet est à distance finie et l'image est à distance finie. Alors la question 8 traite des aberrations chromatiques. Bon, vous savez que chromo, ça veut dire couleur en grec, j'imagine, je crois. Si c'est pas en grec, c'est en latin, enfin voilà. Et donc ça, vous le savez, hein, même si vous avez un système qui est parfaitement stigmatique dans le rouge et aussi dans le bleu, il se peut que finalement, pour un objet donné, pour une position d'objet donné, ben, que l'image bleue et l'image rouge se forment pas au même endroit. D'accord? Tout simplement parce que l'indice du vert, de la lentille par exemple, dépend de la longueur d'onde. Et donc, bien que pour chaque couleur le système soit stigmatique, si vous prenez de la lumière blanche par exemple, hein, la plus fréquente, constituée d'un continuum de longueur d'onde et de couleurs, eh bien vous allez obtenir une image floue parce que bah, l'image rouge n'est pas au même endroit que l'image verte, qui n'est pas au même endroit que l'image bleue, etc. D'accord? Donc ça, c'est le phénomène qu'on appelle aberration chromatique. Il existe, quand on s'écarte des conditions de Gauss, des aberrations qu'on qualifie de géométriques, parce que justement, elles sont dues au fait qu'on a des rayons incidents non paraxiaux qui, qui passent dans le système optique. Bon, mais ça, c'est pas vraiment au programme. Euh, voilà. Alors pourquoi les miroirs ne sont pas affectés par les aberrations chromatiques? Bah, vous savez que le phénomène de réflexion n'implique pas l'indice dans les lois de Descartes. Lorsqu'il y a réflexion, l'indice n'intervient pas. Euh, il n'y a rien, il n'y a pas dans le phénomène de réflexion, il n'y a rien qui dépend de la longueur d'onde, donc de la couleur, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est pour ça que très clairement, quand on veut faire des images de précision, en astronomie, on n'utilise que des miroirs, hein. Il y a quasiment jamais de lentilles, hein, d'accord? Il faut savoir aussi que c'est la raison pour laquelle la lunette astronomique a mis tellement longtemps à être inventée. Parce que les lentilles, bon, je ne suis pas du tout un historien de la physique, hein, mais d'après mes souvenirs, les lentilles, c'est quelque chose qui existait depuis déjà assez longtemps avant Galilée, hein. Le problème, c'est que quand on mettait deux lentilles l'une derrière l'autre, bon, on voyait absolument rien parce qu'on avait des aberrations chromatiques abominables. D'accord? Et c'est seulement quand l'optique a fait beaucoup de progrès qu'en mettant deux lentilles l'une derrière l'autre, on arrivait à avoir des images suffisamment nettes pour fabriquer des lunettes, hein. Et vous savez que Galilée a été un des premiers à observer Jupiter, les satellites, etc. Hum,
Bien, la question 9 traite de la notion de taille angulaire d'un objet. Euh, alors, ça c'est assez important. Vous savez, en physique, ça arrive assez souvent. La Lune, soit on peut considérer qu'elle a distance finie, je crois que c'est 380 000 km, si mes souvenirs sont bons, à vérifier. Euh, Soit on peut la considérer à l'infini. C'est toujours pareil, ça dépend quelle est la référence qu'on se donne pour savoir si on va traiter la Lune comme si elle était à distance finie ou comme si elle est à distance infinie. Bon, il y a des situations en tout cas où on doit la considérer à distance finie, ne serait-ce que pour définir la taille angulaire de la Lune. Donc voilà la Terre ici, un œil, ou ça peut être une lunette aussi, hein, qui regarde la Lune. Alors c'est toujours pareil, quand on dit que l'œil ou une lunette vise la Lune, il faut toujours se poser la question de savoir, mais l'axe optique de mon instrument, il vise quelle partie de la Lune? Bon, en général, implicitement, on suppose qu'on vise le centre de l'objet qu'on regarde. Hein, bon, alors le centre, ce serait plutôt ici qu'on voit, mais là sur le dessin, je vais représenter le centre de la sphère lunaire. Ok. Grand L est la distance entre le centre de la Lune et puis la surface de la Terre depuis laquelle on observe. D, le diamètre de la Lune, et le diamètre, enfin le rayon angulaire, c'est tout bête, hein, c'est je trace des rayons qui viennent de l'extrémité supérieure de la Lune et qui viennent dans mon œil, les rayons qui viennent de l'extrémité basse et qui arrivent dans mon œil, et l'angle entre les deux, on appelle ça un diamètre angulaire, et le rayon angulaire, c'est plutôt depuis le centre de la Lune, enfin les rayons qui viennent du centre de la Lune, et les rayons qui viennent d'une extrémité. D'accord? Bon, donc on a cette relation géométrique facile entre l'angle et les distances impliquées. Comme souvent, quand même, les angles sont assez faibles par rapport à un radian, on peut assimiler tangente alpha à alpha. Voilà. Bon, il y a des choses à dire géométriquement, hein. C'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ce rayon lumineux, il n'est pas tangent avec le point qui est à l'extrémité de la Lune, mais avec un point qui est un petit peu avant, ici, hein. Bon, alors, ça, quand les distances impliquées sont suffisamment grandes, c'est des pouillèmes numériquement, hein. Donc, on ne s'intéressera pas à ces problèmes. Bien, pour les deux dernières questions, donc la question 10, on a ce qui est posé, c'est on a un objet en A ici, on a l'écran où on veut former l'image A' ici, cette distance entre les deux est fixée, et on se pose la question des conditions à remplir pour qu'il existe au moins une position pour une lentille convergente entre l'objet et l'écran pour réussir effectivement à former l'image de cet objet sur l'écran. Bon alors, par cœur, alors ça peut se démontrer, etc. Ici, l'idée c'est pas de savoir démontrer ça, c'est simplement de réciter le fait que grand D, pour que il existe au moins une position de la lentille qui permette de former l'image sur l'écran, il faut que grand D soit supérieur à 4 fois f', f' étant la distance focale de la lentille convergente. Bon, ça on en aura besoin en TP quand on bossera avec les Michelson, vous verrez ça. Mais gardez bien ça en tête, ça peut paraître anecdotique en première année, mais c'est quand même important pour nous en deuxième année. Donc voilà, hein, objet réel, image réelle, ok, et il faut que grand D soit plus grand que 4f'. Alors lorsque il existe une position, la position 1 par exemple, qui permet d'avoir A' sur l'écran, alors on va montrer qu'il existe une deuxième position qui est symétrique par rapport à la première via un plan qui ici se trouverait au milieu entre l'objet et l'écran. Alors l'argument il est assez simple, on va encore une fois utiliser le principe du retour inverse de la lumière. Euh, Si au niveau de la position de la lentille, la position 1, on a cette lentille qui conjugue euh, l'objet ici et l'écran, et bien, d'après le retour inverse, si on met un objet ici sur l'écran, on aura l'image qui se formera ici. Hein, c'est ce que j'ai marqué en orange. Hein. Si on met A ici, eh bien on aura A' au niveau de ce point-là. Et si vous regardez cette situation en vous mettant derrière la feuille, en fait, ce que vous voyez, euh, vous voyez la situation avec euh, la lentille positionnée ici. D'accord? Hein, on voit que si je prends l'objet A avec la position 1, ça correspond à l'objet A ici en orange avec cette position 2.
Ok? C'est assez facile à voir. Voilà. Donc il existe toujours deux positions, comme ça, lorsque grand D est supérieur à 4F', il existe toujours deux positions pour former euh, l'image sur l'écran. Dernière question, bon, ça c'est juste pour faire un petit rappel sur ce qu'il faut savoir de la diffraction. Il n'y a pas grand-chose à savoir à notre niveau, même en deuxième année, vous verrez la situation un peu archétypale de la diffraction, c'est celle-ci. On a un faisceau incident, comme ça, un faisceau cylindrique, des rayons parallèles entre eux, une source ponctuelle à l'infini. En gros, on a de la lumière sous incidence normale, sur comme ça un écran percé d'un orifice, hein, quelle que soit la forme du trou, on caractérise la taille de ce trou par la distance petit a. Eh bien, le faisceau émergent est divergent et, l'angle caractéristique de cette divergence, que j'appelle epsilon ici, eh bien, en ordre de grandeur, il vaut lambda sur a. Lambda, la longueur d'onde de la lumière, et a, bah, la taille de l'orifice. Bon, clairement, hein, quand l'orifice est grand, très grand devant la longueur d'onde, eh bien, c'est difficile de mettre en évidence cette divergence angulaire. Bon, ça, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. En général, on ne voit pas de diffraction parce que les orifices sont très grands devant le micromètre, hein. La lumière visible, c'est entre 0,4 et 0,8 micromètres. Donc voilà, il faut des orifices déjà assez petits pour mettre en évidence la diffraction. Alors attention, hein, si je mets un écran ici assez loin, si vous voulez, de cet écran percé d'un trou, hein, un écran où je vais regarder la lumière diffractée, bah, il suffit que je mette l'écran suffisamment loin pour que cette tâche de diffraction, qui est donnée en angle, donne une tâche en mètres, si vous voulez, sur l'écran qui soit visible, hein. Voilà, donc on peut se mettre dans des situations quand même quand l'orifice est assez petit, si je mets l'écran où on visualise la lumière diffractée, si je mets l'écran suffisamment loin, j'arriverai quand même à avoir une tâche de diffraction. Voilà, ça c'est la taille angulaire, l'ordre de grandeur de la taille angulaire de la tâche de diffraction. Diffraction, c'est on a une tâche centrale et puis après on a des tâches secondaires sur les côtés. Bon, vous avez sûrement vu ça avec un laser dans le secondaire, peut-être même en PCSI. On aura l'occasion de revoir ça en TP. Et donc il y a, donc ça c'est quand on a un écran percé d'un trou, et on a la situation complémentaire, hein. Si vous remplacez la partie haut de l'écran par du trou, et là où il y a un trou par de l'écran, si vous voulez, ça nous donne la situation avec le cheveu, ici. Et il s'avère que la figure de diffraction, elle est la même que dans le cas où on a un orifice ici. Bon, sauf un détail au niveau du centre de la figure de diffraction, mais ça, c'est pas, ça nous intéresse pas. Vraiment, la taille de la tâche centrale de diffraction, elle est donnée par le même ordre de grandeur ici. Hein, donc là, avec calcul, on trouve une tâche de diffraction de 2 cm. Voilà. Donc ça, c'est un très bon moyen en optique euh, pour mesurer au moins l'ordre de grandeur de la taille d'un objet opaque. Ok, voilà. Bon, ensuite pour l'exercice, je vous laisse regarder ça, je vous laisse regarder les corriger, hein, il se suffit à lui-même. C'est un extrait de concours.